It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et en effet, on commence à approcher de Noël, le mode fête va bientôt être activé, n'est-ce pas Catherine ? Oui, salut Marine. Et bon, on est sympa, on vous a épargné la chanson de Noël. All I want for Christmas is you. Bon bah voilà, maintenant comme ça vous l'avez en tête. En tout cas, moi je suis dans les starting blocks pour Noël. Les films de Noël ont déjà envahi Netflix. La déco commence à apparaître dans les rues. Je suis en train de calculer la date optimale pour installer mon sapin. Encore que, avec mochi et mango, je sais pas si c'est la meilleure idée. Ça va peut-être être un peu dangereux, non ? Peut-être, hein. Ouais. Enfin bon. Et pour l'occasion, on a sorti nos plus beaux pulls de Noël. Franchement, ouais, là, je pense qu'on est prête, on est kitsch à souhait pour aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Il faut se mettre dans l'ambiance si on veut aider un peu le Père Noël quand même. Donc vous l'aurez compris, ce 9e épisode du Bruit des Pages sera un peu différent de d'habitude. On va essayer de vous donner quelques idées à ajouter à votre lettre au Père Noël ou pour vous remplir votre hotte de cadeaux, ou les deux, pourquoi pas. On aurait pu vous faire une longue liste de romans, BD et beaux livres à offrir ou se faire offrir, mais franchement ça aurait été un petit peu fastidieux et sûrement pas très intéressant à écouter. Alors on s'est concentré sur quelques recommandations et surtout on s'est rendu compte qu'en ce mois de décembre, nos choix portaient beaucoup sur de la littérature américaine. Et pour les grands, on va commencer avec Underground Railroad de Colson Whitehead, paru chez Albin Michel, et également en livre de poche. Cora a 16 ans et vit en Géorgie, quelques années avant le début de la guerre de sécession. Elle est fille et petite-fille d'esclaves, travaille dans une plantation de coton et tente de survivre à la violence de sa condition. Quand César, un autre esclave, lui propose de fuir, elle s'embarque dans un périple pour rejoindre les États du Nord grâce à un train souterrain, l'Underground Railroad. C'est vrai qu'à sa sortie, ce roman de Colson Whitehead a rencontré un véritable succès et vous êtes certainement déjà nombreux à l'avoir lu. Moi, je l'avais noté et puis je l'ai mis de côté. Et c'est vrai que sa lecture s'est imposée à moi au moment où les manifestations anti-racisme aux États-Unis ont pris une ampleur incroyable avec la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Donc oui, je l'ai lu il y a un petit moment, en juin 2020 même pour être précise. Ouais, moi aussi, c'est un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis longtemps. Mais faut dire qu'une fois que je m'y suis mise, je l'ai dévoré. Pour moi, c'est vraiment un roman très, très brut, très fort. Le rythme est soutenu, c'est un récit prenant. C'est aussi une écriture incisive. Colson Whitehead a reçu le prix Pulitzer pour une fiction en 2017 et franchement, ça m'étonne pas du tout qu'il ait reçu ce prix pour ce roman-là, qui est vraiment très très fort. Je pense que c'est un roman qui est très important, qu'il faut avoir lu pour comprendre la place de l'esclavage dans l'histoire des Noirs américains, mais aussi dans l'histoire de l'Amérique tout court. C'est parfois très très dur, hein. Franchement, une cruauté incroyable. J'ai eu du mal au début, il y a des scènes qui pour moi ont été quasi insupportables. Ouais, c'est vrai que c'est pas une lecture qui est évidente, c'est un style qui est très particulier. Les mots sont crus, la réalité est cruelle. Et moi, c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup plus de temps à le lire que ce que je m'attendais, parce que finalement, il n'est pas si gros que ça. Non, c'est vrai. Alors moi, tu vois, je l'ai lu très vite, hein, pour le coup. Voilà, moi j'ai été emportée, je ne me suis plus arrêtée. C'est vrai que j'avais vraiment besoin de parcourir ces différents états avec Cora. J'ai tremblé avec elle, j'ai tremblé pour elle, j'ai retenu ma respiration quand elle se cachait. On sait qu'il y a peu de chances que ça se passe bien du début à la fin, mais comme Cora, on ne peut pas s'empêcher d'espérer que tout s'arrange, et du coup on ne peut pas s'empêcher de suivre Cora sur ce chemin de fer. Il faut savoir quand même que le train qui est décrit par Colson Whitehead n'a pas existé tel qu'il en parle dans le livre. En fait, il s'agissait plutôt d'un réseau qui allait du sud vers le nord, mais c'est certainement l'un des aspects les plus romancés de ce livre. Et de la Géorgie au Tennessee, en passant par la Caroline du Sud, Colson Whitehead matérialise finalement ce fameux réseau clandestin qui a permis à de nombreux esclaves de s'enfuir. Et dans ce roman, Cora enchaîne les rencontres, un peu finalement comme des wagons de train justement, qui mis bout à bout vont la mener sur le chemin de la liberté.
Ouais, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, cette façon de décrire l'Underground Railroad. Donc, comme tu dis, comme un vrai chemin de fer souterrain qui avance du sud vers le nord des États-Unis. Ce réseau d'aide aux esclaves qui, finalement, est totalement matérialisé dans le roman. C'est une métaphore très concrète et en même temps, je trouve que du coup, c'est très poétique. Il y a une citation qui m'a beaucoup marquée au début du roman. C'est la première fois qu'elle monte dans le train. C'est un des passeurs, justement, qui lui dit ça. Il lui dit à peu près si tu veux connaître cette nation, j'ai toujours dit qu'il fallait prendre le train. Quand il avancera, regarde dehors et tu découvriras le vrai visage de l'Amérique. Je trouve que c'est vraiment un symbole de ce chemin de fer clandestin, de cette Amérique, de cette découverte de l'Amérique et aussi de ce chemin vers la liberté. Après, moi, j'avais entendu parler de ce chemin de fer clandestin quand j'avais un peu découvert l'histoire de Harriet Tubman, dont on va parler un petit peu après dans le podcast. Mais j'en connaissais pas les détails. Du coup, j'ai cherché plus d'informations et j'ai beaucoup aimé ce parallèle entre la version romancée de Colson Whitehead et la version historique. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que bien que romancée, cette histoire me semble quand même très proche de la réalité. Au début, Colson Whitehead prévient que toute ressemblance avec des personnes ayant existé serait fortuite, mais franchement, moi j'avais vraiment le sentiment que ça aurait totalement pu être une histoire vraie. Ah oui, je pense que c'est même assez proche de la réalité, en fait. Alors moi, il y a juste une chose qui m'a un peu dérangée dans ce roman, c'est les ellipses et les nombreux flashbacks qui finalement demandent un peu de concentration pour cette lecture, même si c'est vrai, la langue, elle est très belle, c'est puissant, c'est poétique, c'est réaliste. Et moi, c'est le premier livre que j'ai lu sur ce sujet, donc j'en suis ressortie totalement bouleversée. Mais en effet, moi, mon regret, c'est peut-être que le rythme est un peu lent, qu'il y a beaucoup de descriptions. C'est pas une écriture qui est facile à lire. Bon, toi, tu l'as lu en anglais, donc peut-être que ça demandait encore peut-être un peu plus de travail. Mais voilà, moi, après, c'est mon goût personnel aussi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les romans à ellipse. Et là, il y en a très régulièrement. Voilà, moi, ça m'a un peu dérangée dans cette lecture. Et c'est vrai que je trouve qu'il faut être un peu alerte quand même en le lisant. Ah, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était très fluide, qu'on avançait très facilement. Alors oui, tu as raison, l'écriture est pas non plus hyper basique, mais c'est aussi ça qui est vraiment bien dans le roman et qu'on apprécie. Mais les ellipses m'ont absolument pas gênée. Au contraire, j'ai trouvé que ça donnait du rythme, que on allait droit à l'essentiel. Et j'ai aussi beaucoup aimé cette construction du roman entre un chapitre dans un état et un chapitre qui parle d'un des personnages qui fait parfois un flashback sur ce personnage-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et pour moi, ça fonctionnait au contraire parfaitement bien et ça m'a permis au contraire d'avancer vite. Donc comme quoi, tu vois. Et ouais, les goûts et les couleurs. Voilà. Exactement. Après, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à travers ce roman, Colson Whitehead analyse le racisme et ses mécaniques, des maîtres dans la plantation aux médecins de Caroline du Sud. Je ne sais pas si toi, ça t'a choqué, mais moi, j'étais hyper choquée par ces médecins qui, sous couvert d'aider les femmes noires à être maîtresses de leur corps, en fait, mettent en place une politique d'élimination par la stérilisation. Et en même temps, donc il y a ces personnages-là, il y a ce racisme qui semble intégré à la société des États du Sud au moins. Et à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont aidé, souvent au prix de leur vie, les esclaves à fuir, qui ont combattu l'esclavage. Et je trouve qu'il leur fait aussi, il leur rend un très bel hommage aussi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment finalement de beaux portraits aussi d'hommes et de femmes qui ont aidé sur le chemin de la liberté au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi on sent une grande proximité entre l'auteur et ses personnages. Alors, je connais pas particulièrement son histoire personnelle, mais je me dis qu'un auteur blanc aurait probablement pas écrit le roman de la même façon. On est très clairement bien loin de l'image un peu idéalisée de l'esclave dans son champ de coton qui chante en ramassant son coton, sans aller jusqu'à l'image qu'on pourrait avoir dans Autant en emporte le vent, qui est quand même très, très, très idéalisée. Je trouve qu'on se rapprocherait plus d'un 12 Years a Slave. Ah, complètement. Ouais, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser à ce film, surtout si on l'a vu avant de lire le livre. Et oui, il y a des scènes qui sont tout aussi choquantes que dans le film. Moi, d'ailleurs, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui est dur aussi, oui. Et qui est vraiment pas évident à regarder. Et le livre, oui, se rapproche clairement de cet état d'esprit. Voilà, ouais. On n'est pas dans la plantation avec les esclaves heureux qu'on a pu nous présenter dans certains films ou romans, même à une époque.
D'ailleurs, en parlant d'adaptation et de version cinéma, le livre a été adapté en série. Oui, il a été adapté sur Amazon Prime il n'y a pas si longtemps. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé quand même. La série a bien réussi justement à respecter le rythme du livre dont on parlait, son ambiance. Et il faut aussi quand même souligner la photographie et la réalisation de Barry Jenkins qui, à mon sens, sont vraiment très belles. Alors moi, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas certaine de vouloir le voir parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait des moments très très difficiles dans le livre. Déjà, juste avec mon imagination, c'était costaud. Je ne suis pas très sûre que j'ai envie de le voir en fait sur un écran réalisé. Ouais. Donc voilà, peut-être un jour, mais pour l'instant, on va attendre. Hein. Ouais, et puis c'est vrai que bon, pour le coup, il y a quand même des scènes très dures aussi dans la série. Donc bon, c'est fidèle au roman. C'est très fidèle au roman. Et si vous aimez Colson Whitehead, vous pouvez aussi lire son roman Nickel Boys qui est paru en 2020 et pour lequel il a aussi reçu le prix Pulitzer pour les fictions. Et sachez que son dernier roman Harlem Shuffle est sorti en septembre dernier et devrait paraître en français rapidement. Sur le même thème, mais plutôt destiné aux plus petits, on a toutes les deux eu un coup de cœur pour Freedom, l'incroyable histoire de l'Underground Railroad, écrit par Jennifer Dalrymple et illustré par Justine Brax. C'est paru chez Albin Michel Jeunesse. Raconté à travers la voix d'Harriet Tubman, figure emblématique du chemin de fer clandestin, et celle d'autres activistes, voici la véritable histoire de la résistance à l'esclavage organisée par ce réseau de libération des esclaves du sud des États-Unis, qui a permis à nombre d'entre eux de rejoindre le Nord. C'est un album qui, je trouve, a deux mérites. D'abord, il raconte l'histoire des esclaves noirs américains à hauteur d'enfant, et puis il met en avant une femme qui a été au cœur de ce réseau clandestin, Harriet Tubman. On estime qu'elle a sauvé 300 esclaves en 20 voyages, et elle est véritablement le symbole de cette histoire américaine. C'est une esclave qui a fui son maître, puis elle a été membre de l'Underground Railroad, ensuite elle a participé à la guerre de sécession, et enfin, sur la fin de sa vie, elle a été suffragette, se battant donc pour le droit de vote des femmes. Bref, une vie incroyable, et je trouve que c'est toujours bien de mettre en lumière des personnages féminins de cette trempe. Moi, c'est vrai que je connaissais déjà Justine Brax, car elle fait partie des illustratrices que j'aime beaucoup. C'est pas le premier album qu'elle réalise en collaboration avec Benjamin Lacombe, qui a réalisé la maquette de celui-ci. Et si vous ne la connaissez pas, moi je vous encourage vraiment à découvrir ses livres comme Fils de Dragon ou Le Pirate de cœur, par exemple. Il y a vraiment une palette de couleurs qui est incroyable et qu'on retrouve justement dans Freedom. Là, ça sort un peu des albums qu'elle a l'habitude d'illustrer et le travail qu'elle a réalisé avec Jennifer Dalrymple est assez dingue. Plus qu'un album, pour moi, je trouve que c'est presque un document historique qui retrace l'histoire de ce chemin de fer clandestin en s'appuyant sur des récits historiques, des extraits de discours, des documents, etc. Des chansons. Des chansons aussi, c'est vrai. Et finalement, à travers l'histoire d'Harriet, on découvre nombre de figures de femmes, d'hommes qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage. Alors, j'ai pas retenu tous les noms. Parce il y en avait beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est affreux. Mais par exemple, j'ai découvert le rôle central de l'autrice Harriet Beecher Stowe, qui a écrit La case de l'oncle Tom. Alors déjà, la première découverte, c'est une femme qui a écrit La case de l'oncle Tom. Moi, je savais pas du tout. Bah non, moi non plus. C'est un roman qu'on connaît de notre enfance. Exactement, quoi. Ouais. Mais oui, moi je aussi j'ai posé découvert question, ça. Je pense. Et oui, en fait, voilà, on découvre, si vous ne le saviez pas, c'est une femme qui l'a écrit. Et grâce à son roman, elle a donné une certaine humanité aux esclaves et elle a contribué au changement de certaines mentalités esclavagistes. C'est vrai que c'est quelque chose, encore une fois, hein, c'est un roman qu'on connaît de notre enfance, qui est un peu un classique. Et moi, je ne savais pas du tout qu'il avait eu cette portée-là. Ouais, et c'est vrai, franchement. Et moi, j'ai été très étonnée et c'est très bien raconté dans l'album. Oui, ça permet vraiment de réaliser pas mal de choses sur l'évolution de cette histoire, comment ça a avancé, etc. Ouais. Et pour les illustrations, Justine Brax utilise aussi une technique de collage qui, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me donnait encore plus l'impression de feuilleter un livre document. Ah oui, tout à fait. Hein. On passe d'un document à un autre et tout ça mis ensemble nous donne cette histoire de l'Underground Railroad. C'est vrai que c'est des illustrations, moi, que j'ai trouvées magnifiques. Les textes sont très bien écrits et aussi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment adapté aux enfants. C'est très didactique, c'est très clair. Et en même temps, les adultes y trouveront complètement leur compte aussi. C'est sorti
sorti en septembre dernier et pour moi, c'est vraiment le cadeau idéal pour des enfants. Alors, je dirais vers les 8-9 ans. Oui, je pense. À peu ouais, près, c'est bien. ou à partir de 8-9 ans en tout cas, et avec qui on aimerait parler de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Je pense que vraiment c'est un livre à prendre sur les genoux avec l'enfant à côté et à partager ensemble et à discuter. Ça mène vraiment à la discussion. Oui, c'est vrai. Et puis je pense qu'en fait, ce livre, il a été conçu de cette façon-là parce que l'album est très grand. Donc on peut le partager à deux et il se prête très très bien finalement à une lecture en commun avec un enfant. On reste dans les romans graphiques et pour ceux qui préféraient les classiques, vous pouvez foncer acheter Des souris et des hommes de John Steinbeck. Vous trouverez le roman chez Folio, mais nous on voudrait surtout vous parler de la très belle adaptation de ce chef-d'œuvre en roman graphique par Rebecca d'Outremer. C'est paru aux éditions Tichina. L'histoire se déroule en Californie pendant la Grande Dépression. Lenny et George vont de ferme en ferme. Ils essayent de travailler pour gagner un peu d'argent et atteindre leur rêve le plus cher, avoir leur ferme à eux. Sauf que, avec sa naïveté et son innocence enfantine, Lenny ne sait pas contrôler sa grande force et malgré les précautions de George, les accidents arrivent très vite. Ce livre, mais quelle claque! Moi, je l'ai reçu en cadeau de Noël l'année dernière et allez savoir pourquoi je ne l'avais toujours pas lu. Enfin, si je sais, c'est parce qu'il est énorme et que ce n'est pas le genre de bouquin qu'on se trimballe dans le métro. Bref, erreur réparée, il fait désormais partie de mes livres préférés. Je suis pas très fière moi non plus, mais j'avais jamais lu Steinbeck. Donc voilà, un gros trou dans ma culture qui a été comblé, et ce, grâce à Rebecca d'Outremer. Alors je ne sais pas si vous connaissez Rebecca d'Outremer, mais moi elle fait partie des illustratrices que j'adore. Elle est l'autrice de Jacominus, ce petit lapin adorable que vous avez peut-être vu dans les rayons jeunesse. Bref, cette fois-ci, elle sort un peu de son domaine habituel en littérature jeunesse, et là elle s'attaque à ce chef-d'œuvre de la littérature américaine écrit par John Steinbeck. Honnêtement, c'est un livre sur lequel on pourrait passer des heures. C'est le genre de roman que vous dévorez et qui vous reste en tête toute une vie. Et comme tu disais, quelle claque! Moi, je suis d'accord, hein, c'est un roman sur lequel on pourrait passer des heures, mais en même temps, c'est très très court. Et moi, j'ai pas pu le reposer. À part, juste avant la fin, parce que j'étais dans le métro à ce moment-là, j'ai senti que c'était pas le bon endroit pour finir. Donc, je suis vite rentrée chez moi et j'ai pu pleurer tranquillement. Ouais, c'est vraiment un roman très très fort avec une écriture magnifique. On entre tout de suite dans l'histoire, les dialogues sont ciselés. C'est vraiment par ces dialogues d'ailleurs que se tient l'histoire. Il y a un réalisme brut, on pourrait presque voir les scènes qui sont décrites. C'est une construction très théâtrale du récit. Oui, moi c'est vrai qu'en le lisant, j'ai tout de suite pensé à une pièce de théâtre et après avoir fait quelques recherches, c'est effectivement de cette façon que John Steinbeck a envisagé son roman, aussi bien dans la construction qui respecte les principales règles finalement de la dramaturgie que par ses personnages. Alors, petit cours d'histoire littéraire pour ceux qui ont oublié leurs années lycée, mais en gros, la tragédie avait à l'époque une fonction cathartique essentielle, elle devait libérer les citoyens de leurs émotions et le spectateur devait ressentir de la pitié, de la terreur face aux personnages qu'il voyait sur scène. Et finalement, c'est exactement ce qui se produit quand on lit l'histoire de Lenny et de George. Oui, complètement. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce côté, on a un peu l'impression de suivre une boucle entre le début et la fin. On a vraiment des scènes qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu aussi d'ailleurs les deux seuls moments de calme et de contemplation dans le récit, quand George et Lenny sont au bord de cette rivière. Et donc, moi, j'avais un peu l'impression que la boucle est bouclée, on revient au point de départ et on met un terme au récit. Et puis, c'est aussi un des moments où cette amitié magnifique entre George et Lenny est vraiment montrée dans toute sa douceur, mais aussi dans tout son côté tragique. Moi, ça, j'ai adoré. La description de l'amitié entre les deux hommes est vraiment très belle, je trouve. Et j'ai trouvé du coup que John Steinbeck faisait de son roman un plaidoyer pour l'acceptation de la différence, principalement, et puis aussi contre le racisme, on le voit au cours du livre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est vrai qu'il y a une portée très philosophique dans ce roman. L'auteur aborde des thèmes très universels, comme tu le disais, et puis de façon très simple, puisqu'au fond, il y a peu de narration, il y a au contraire beaucoup de dialogue. Alors, l'amitié, la solitude, l'espoir, la recherche du bonheur, on peut finalement toutes et tous se reconnaître dans les réflexions des personnages. Alors, bien sûr, le contexte historique est très important, puisqu'il a été écrit
écrit à l'époque de la Grande Dépression et l'auteur dépeint une société appauvrie, un rêve américain brisé en quelque sorte. Et chaque personnage représente un aspect de la communauté américaine. Il y a l'actrice ratée, il y a le noir infirme victime de racisme, il y a le riche propriétaire de ranch et il y a l'ouvrier qui rêve de devenir son propre patron. Oui, tous ces personnages sont vraiment très intéressants. Et aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que Steinbeck n'en parle pas en fait de cette Grande Dépression. Il ne parle pas de la misère, mais évidemment, on la sent complètement en toile de fond à chaque page. Et comme tu disais, en effet, il y a une simplicité qui est incroyable. Et malgré tout, Steinbeck réussit complètement à faire passer les messages qu'il veut faire passer. Et je trouve que c'est vraiment le signe d'un génie littéraire. En quelques pages, un récit te fait passer énormément de messages sans même avoir à les dire. Ah bah oui, c'est pour ça que c'est devenu un classique, je pense. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tout le long du roman, on sent finalement le drame pointer le bout de son nez, la tension est vraiment palpable. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de faire défiler les pages pour savoir à quel moment ce drame allait arriver. Et je l'ai dévoré, en fait, ce livre. Ouais, bah pareil, moi aussi. Et puis, tu vois, alors moi, j'avais une très bonne prof de français en première qui nous faisait vraiment des cours hyper intéressants et je regrette vraiment qu'on n'ait pas fait Des souris et des hommes avec elle parce que je pense que ça aurait été vraiment hyper intéressant de l'étudier profondément, voilà, page par page, comme on faisait au lycée. Je me dis on aurait sûrement appris beaucoup de choses. Bah, c'est vrai qu'il est au programme en plus. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la chance de tomber dessus pendant nos études, mais je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est un livre où il y a une tonne de choses à dire, à étudier, et les étudiants qui le font ont beaucoup de chance. Alors moi aussi, j'oublie pas les illustrations incroyables de Rebecca d'Outremer. Ouais. C'est un travail titanesque qu'elle a accompli. Il y a plus d'1 an de travail, 420 pages illustrées, et pas des petites illustrations. Franchement, moi, j'ai pas les mots pour décrire le talent de cette illustratrice qui s'est inspirée entre autres de l'imagerie des années 30 pour créer des dessins qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Elle s'inspire et elle place différentes références dans ses illustrations, notamment les affiches publicitaires, cinématographiques de l'époque, mais aussi des références aux comics américains. Ouais, c'est vraiment très joli. Voilà donc un roman graphique qui plaira aux amateurs de beaux livres. Et si vous lisez principalement dans les transports, eh bien prenez la version poche, ça marche parfaitement aussi. Et c'est moins lourd. Ouais. Toujours dans la littérature américaine, mais on change un peu de décor. Pour la copine fan de saga, on ne peut pas passer à côté de la saga 1000 femmes blanches de Jim Fergus. C'est paru chez Pocket, donc c'est très abordable et vous pouvez même offrir les suites en même temps, La Vengeance des mers et Les Amazones. Et sachez que la trilogie est même sortie en version intégrale il y a quelques semaines, donc vous pouvez aussi offrir un énorme bouquin. Un pavé. En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf, troquer 1000 femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles. L'une d'elles, Maydod, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des Indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages provoqués par l'alcool. Aux côtés de femmes de toutes origines, elle assiste à l'agonie de son peuple d'adoption. Si vous aimez les grandes sagas, foncez. Cette saga en 3 épisodes combine absolument tout ce qu'on aime dans ce genre d'histoire. Le côté historique pour la fin, pour ne pas dire extermination des Indiens d'Amérique. Une galerie de personnages formidables. Il y en a qu'on va adorer, d'autres qu'on va détester. Des péripéties incroyables, un rythme fou. On est vraiment tenu en haleine tout au long des romans. Et c'est une véritable épopée qu'on suit d'un roman à l'autre. Moi, j'avais acheté 1000 femmes blanches, le premier, donc sur les conseils de notre collègue Caro, qui était en train de le lire et qui m'en avait un peu parlé, et je m'étais tout de suite dit que j'allais adorer. Eh bien, ça n'a pas raté. J'ai complètement craqué pour ce roman. Et quand je l'ai fini, il fallait absolument que j'ai la suite tout de suite. Donc, je suis allée acheter tout de suite La Vengeance des mers. Je m'y suis mise direct. Pour les Amazones, ça a été un peu plus long parce que j'ai dû attendre que le roman sorte en français. Donc voilà, mais ça valait le coup aussi d'attendre. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jim Fergus mène son intrigue et ses personnages d'une main de maître. La fin de 1000 femmes blanches est hyper forte et j'avoue que j'arrivais pas du tout à imaginer ce qu'il pourrait faire pour continuer son histoire. Et avec La Vengeance des mers, il relance l'histoire sans pour autant tourner en rond. Enfin, je trouve ça vraiment magistral. Et puis les personnages,
enfin je te le disais plus haut, mais May Dodd, les sœurs Kelly, l'affreux Jules Séminole, impossible de ne pas s'attacher à tous ces protagonistes ou alors de les détester. Et évidemment, on aime un western avec un point de vue féminin. C'est un genre quand même qui manque trop de points de vue féminins, donc ça fait bien plaisir de voir ça. Par contre, si j'ai un petit conseil d'amis à vous donner, si vous avez, comme moi, tendance à facilement pleurer devant un livre, préparez vos mouchoirs. Alors moi, je suis vraiment... j'ai la larme facile, mais je peux vous dire que j'ai pleuré à chaudes larmes à plusieurs moments. Après, on parle quand même de la fin du peuple indien, alors vous imaginez bien que ça ne sera pas tout rose, mais ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a aussi des très beaux moments, très lumineux. Donc comme ça, on a un peu les hauts et les bas, disons. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par le dernier tome, Les Amazones, alors que vraiment, j'avais adoré les 2 premiers, qui sont très différents les uns des autres. Donc Les Amazones est aussi très différent. Et du coup, je voudrais pas non plus vous faire une mauvaise pub, parce que je crois que je l'ai aussi beaucoup attendu. Et donc, du coup, j'avais vraiment beaucoup d'attentes dessus. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été un peu déçue. Et du coup, voilà, je voudrais pas vous faire de la mauvaise pub. Je pense que c'est vraiment une super saga qu'il faut absolument lire. Bon, moi, je l'ai pas encore lue, mais elle est dans ma pile à lire. Et je pense même que d'ailleurs, je vais craquer pour la version intégrale parce que franchement, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très jolie. Et ça fait partie des sagas que je veux commencer. Eh bien, tu m'en reparleras quand tu l'auras commencé. Exactement. Et puis, en retournant côté Europe, il y a quelques sagas qui pourraient bien vous plaire aussi. Les Casalets, par exemple. On vous en avait parlé dans le tout premier épisode du podcast avec le premier tome Été anglais. Depuis, 3 autres tomes sont sortis. À rude épreuve, Confusion et Nouveau départ. Et on attend encore le dernier qui sortira chez Quai Voltaire Éditions. C'est vraiment la saga familiale par excellence. On suit toute cette grande famille, des grands-parents aux petites filles. Ils sont tous réunis dans cette maison dans le Sussex à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puis pendant et après la guerre. Et bien sûr, on adore suivre des personnages comme si on était nous aussi un peu un membre de la famille, ou alors un de ses amis qui vient passer du temps avec les Casalets dans le Sussex. Moi, il me reste encore 2 tomes à lire, mais jusque-là, j'apprécie énormément cette lecture. Ce que j'aime particulièrement, c'est le traitement des personnages féminins. Je les trouve très intéressants et finalement, je trouve qu'il y a un propos très féministe. Bref, on passe un très bon moment avec ces Casalets. Et puis, moi, je voulais vous parler aussi de La Villa aux Étoffes, une saga qui est écrite par Anne Jacobs aux éditions Charleston. Alors là, cette fois-ci, ça se passe en Allemagne, juste avant la Première Guerre mondiale, et on y suit le destin d'une jeune orpheline, Marie. Elle travaille en tant que domestique dans la maison des Melzers, une grande famille bourgeoise. Alors c'est vraiment un roman d'ambiance, un peu à la Downton Abbey version allemande. Moi j'ai adoré, il y a 4 tomes et je trouve que c'est une saga historique très chouette, très addictive, avec tout ce que ça implique évidemment, les histoires de domestiques, les histoires d'amour, la guerre, etc. Franchement c'est une bonne saga à débuter pour Noël. Si vous cherchez un cadeau un peu plus original et unique, allez donc jeter un coup d'œil aux éditions des Saint-Pères qui publient des manuscrits originaux en fac-similé et en tirage limité. Bon, soyons honnêtes, pour ce genre de cadeau, il va falloir prévoir un budget un peu plus conséquent. En gros, ça va de 120 à 300 €. Mais en plus d'un roman, il s'agit vraiment de très beaux objets. C'était mon cadeau de Noël l'année dernière de mon chéri, qui me connaît très très bien, parce que je l'ai adoré. Moi, c'est Lady Susan de Jane Austen qu'il m'a offert, mais la collection est très bien fournie et très éclectique. Ça va des Fleurs du mal de Rimbaud à Voyage au bout de la nuit de Céline, en passant par The Great Gatsby de Fitzgerald ou Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Bref, le choix est très vaste. Et puis, j'ai vu dans les dernières parutions qu'il y avait les Contes de Grimm et Noah Noah de Gauguin qui sont illustrés. Donc, vraiment quelque chose de très... chouette, ça. Ouais, c'est vraiment très joli. Après, très clairement, c'est pas vraiment une lecture pour le métro. C'est plutôt adapté à la lecture sur le canapé au coin du feu parce qu'on parle quand même d'un très grand format. C'est manuscrit, donc il va falloir déchiffrer l'écriture de l'auteur. Alors, au début, j'avoue, c'est un petit peu difficile, mais comme avec toutes les écritures, on s'y fait. Et puis ça vous permettra de frimer un peu. Oui, complètement, oui. Après, si votre budget est un peu plus limité, il existe quand même de très beaux coffrets, comme par exemple celui paru aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture de la saga Anne Shirley. Oui, alors moi, personnellement, j'ai adoré la série sur Netflix Anne Wiseney. Franchement, je l'ai dévoré cette série avec mon copain, on est trop fans.
Et du coup, je me suis acheté les livres de Lucie Maud-Mongery dans cette magnifique édition. C'est une version reliée avec des couvertures incroyables. Franchement, elles sont super belles, elles sont colorées. Il y a un aspect satiné qui est très luxueux. Et je trouve que pour le coup, elles rendent vraiment hommage à cette héroïne très lumineuse. Ouais, tu m'as harcelé quand même pour la regarder cette série. Donc j'ai dû m'y mettre parce qu'en plus, t'étais pas la seule à me harceler. Donc je me suis dit, bon, bah quand même là, faut que je le fasse. Bon, j'avoue. Je suis bien accrochée. Bon, bah voilà, c'est sympa quand même. Et c'est vrai que cette collection, elle est vraiment super jolie. Et la collectionneuse de beaux livres en moi se dit que même si je les lis pas, j'aimerais bien juste la voir. Bah voilà, il y en a 3 qui sont sortis. Tu sais quoi demander au Père Noël. Exactement. Et puis sinon, on a aussi un coffret assez rigolo qu'on peut vous conseiller. Dans une boîte en fer, c'est les Cozy Mysteries des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. La boîte contient les 2 premiers romans, Rendez-vous avec le crime et Rendez-vous avec le mal, et c'est édité par Robert Laffont. Alors moi, j'ai découvert les Cozy Mysteries avec les romans de Julia Chapman, et franchement, c'est très sympa. Bon, ça se lit facilement coin du feu sous un plaid, et on va dire que c'est une lecture cocooning très sympathique pour l'hiver, sans prise de tête, voilà. Et la boîte est vraiment originale. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu des livres présentés comme ça. Je trouve que c'est un objet amusant. Ça change un peu des livres de poche et du coup, ça fait un cadeau assez rigolo. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça va aussi être adapté en série. Oui, et une série française. On a déjà les noms des acteurs. Ça sera avec Arié Elmaleh et Sophie de First. Eh ben, on verra bien ce que ça donne. À voir. À voir, exactement. Pour finir, vous aurez sûrement un Secret Santa à faire. D'ailleurs, Marine, il va falloir qu'on s'occupe de celui de notre service. Oui. Alors, pour le ou la collègue avec qui vous échangez vos recommandations de lecture à la machine à café, pourquoi ne pas lui offrir un petit accessoire pour accompagner ses lectures ? On aime particulièrement les pochettes à livres d'escale en bord de page que vous pouvez retrouver sur Etsy. On vous mettra bien sûr la référence sur le site. Alors, elle imagine régulièrement des collections. Il y en a pour chaque saison. Il y a des marque-pages en tissu, des coussins de lecture qui sont extrêmement pratiques pour les grands et les gros livres que vous allez recevoir à Noël. Des pochettes petits et grands formats. Bref, c'est un super cadeau à offrir ou à se faire offrir. Et moi, je suis particulièrement fan, évidemment, de ces collections Harry Potter. Et franchement, à chaque fois, je craque. Ouais, moi aussi, j'en ai plusieurs exemplaires de ces pochettes, notamment une Harry Potter, moi aussi. Voilà, j'ai des styles différents, j'ai des tailles différentes. Et j'avoue que c'est un peu un de mes go-to dans mes cadeaux quand je veux faire un petit cadeau à une amie lectrice qui tient à ses livres. C'est super joli, ça marche à tous les coups. Et même pour soi-même, c'est un peu dur de résister. Moi, j'essaye de ne pas aller systématiquement sur sa boutique, sinon j'y mettrais tout mon argent. Et je sais pas si t'as vu, mais elle a fait une collection de Noël. Oui, elle est tellement mignonne. Elle est trop jolie. Ah, j'adore. Voilà, et puis moi, alors j'ai un petit œil sur les coussins de lecture parce que pour lire Lady Susan, ce serait parfait, quoi. C'est idéal. Marine, est-ce que tu fais partie de ces gens qui prennent des notes pendant leur lecture ? Tout le temps. Je peux pas m'en empêcher, c'est horrible. Voilà, moi aussi. Et comme j'aime pas abîmer les livres en écrivant dessus ou en cornant les pages, etc., je prends des notes sur mon téléphone ou sur des carnets. Et justement, depuis peu, j'ai de très jolis carnets de lecture dédiés à cela, avec des belles couvertures en Liberty et à l'intérieur des petites sections spéciales pour chaque livre, etc. C'est parfait. Alors les miens viennent de la papeterie Le Carré d'encre à Paris, près d'Opéra, et sont très pratiques pour préparer le podcast. Ils font aussi des très jolis marque-pages. Par contre, méfiez-vous, parce que si vous allez dans la boutique et que vous aimez ce genre d'objet, vous risquez de ressortir avec un sac bien plus rempli que prévu. Ouais, c'est vraiment le danger. Ouais, je pense. Avec tout ça, si votre hotte du Père Noël n'est pas bien remplie, ou si vous n'avez pas rajouté 2-3 choses dans votre lettre au Père Noël, je crois qu'il va falloir qu'on lise encore plus parce qu'on n'a pas encore assez d'idées pour vous. Et donc, en parlant de lettres au Père Noël, Marine, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la tienne ? Beaucoup trop de choses. C'est toujours le danger. Ouais, c'est horrible. Il y a des BD, Nelly Belly dans l'antre de la folie de Virginie Olanier-Jouvray et Carole Morel, et Les Grands Cerfs de Gaëtan Nock. Et j'ai aussi des romans dont Apaiser nos tempêtes de Jean Egland parce que j'avais adoré Dans la forêt. Et toi, Catherine, est-ce que c'est une longue liste ? Alors oui, c'est une longue liste et tu vas rire, mais elle ressemble un peu à la tienne, notamment le Jean Egland, Apaiser nos tempêtes, parce que comme toi, j'avais adoré Dans la forêt. C'est un de mes livres coup de cœur que je recommande à tout le monde. Donc voilà, j'ai bien envie de voir ce nouveau roman qui paraît très très bien aussi. Il paraît, ça a l'air Peut-être qu'on vous en parlera un jour.
Sinon, j'ai aussi demandé un petit combo BD roman avec le roman graphique Queenie, la marraine de Harlem de Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba, qui est sorti, je crois, à la fin de l'été, et le roman Madame Sinclair, reine de Harlem de Raphaël Confiant, qui pour le coup est beaucoup plus ancien. Les deux racontent l'histoire de cette gangstrice qui a vécu dans les années 30, et j'ai bien envie de faire un comparatif entre roman et BD. Et puis sinon, il y a aussi Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, dont j'ai entendu parler à la radio et qui me donne très envie. Et voilà, notre épisode du bruit des pages pour préparer Noël touche à sa fin. Comme toujours, si vous n'aviez pas de quoi prendre des notes pendant le podcast, toutes les références et les liens des livres et accessoires dont on vous a parlé aujourd'hui sont sur notre Instagram lebruitdespages.podcast et sur notre blog. Et vous retrouverez toujours Marine sur son Instagram au fil des pages. Et puis, si vous voulez nous faire un petit cadeau pour Noël, eh bien, n'hésitez pas à parler du bruit des pages autour de vous, à le liker et aussi à mettre des commentaires. Ça nous fera super plaisir. Et pour finir, eh bien, on vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes, un joyeux Noël, très bonne année et rendez-vous à la prochaine page en 2022.